Bonjour à tous et bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement. Nous nous parachutons aujourd'hui sur le bureau innovation de la 11e BP, brigade parachutiste, avec pour nous accueillir sur la zone de largage le lieutenant-colonel Boffa. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Pour décoller, quels sont les rôles et spécificités de la 11e BP ? Alors la 11e brigade parachutiste, donc, qui est au sein de la 3e division, donc c'est à la fois une brigade interarmes qui remplit les mêmes fonctions que les autres brigades, et à la fois c'est une brigade légère et c'est une brigade TAP, donc troupe aéroportée, qui a une spécificité qui est de pouvoir être aéroportée et donc de larguer des troupes en parachute au plus près, voire derrière les lignes ennemies. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez été une de ces brigades d'alerte, genre Guépard ? Oui, alors une autre spécificité, dans le cadre de l'échelon national d'urgence, donc l'alerte qui tourne sur les différentes brigades, il y a un échelon aéroporté qui n'est pris que par la 11e brigade parachutiste, donc elle a une forte spécificité qui est d'être en permanence en alerte, donc pour certains de ces éléments, avec des premiers éléments qui partent en quelques heures en cas de crise et de décision du pouvoir politique. Donc cette alerte permanente, elle crée un état d'esprit particulier, puisque cette culture de l'alerte fait que le parachutiste doit être prêt en tout temps et prêt à partir n'importe où. Donc comme tout militaire de l'armée de terre, mais encore plus. Quels régiments font partie de cette 11e BP ? Alors vous avez les régiments d'infanterie, donc le premier RCP, le 3e RPIMA, 8e RPIMA, le 2e REP, donc c'est pour l'infanterie. Ensuite le premier RHP, le régiment de cavalerie de la brigade. Le 17e RGP, le régiment de génie. 35e RAP, le régiment d'artillerie. Vous avez ensuite le RTP qui s'occupe de tout ce qui est largage et logistique, oui. Et ensuite vous avez l'étape qui est l'école des troupes aéroportées, donc qui forme tous les parachutistes de la brigade, à la fois pour le saut initial et puis ensuite tout ce qui est cursus plus spécialisé des commandos parachutistes ou autres. Vous avez également le CEFIM à Kélus qui lui forme les parachutistes, mais comme soldats parachutistes, mais comme soldats, comme dans le reste des armées. Et vous vous trouvez plutôt dans le sud-ouest de la France ? Et la plupart des régiments donc, sont dans le sud-ouest, à l'exception du 2e REP qui est en Corse. Et quel est votre rôle au sein de cette brigade ? Alors moi, je suis le chef du B5. Donc, contrairement à ce qu'on peut trouver à dos d'échelon dans l'armée, le 5 là, ne fait pas de la planification. Il se tourne effectivement vers le temps long, mais au travers des développements en termes d'innovation et de capacitaire pour les besoins spécifiques de la brigade parachutiste. Donc c'est un bureau innovation ? Un bureau innovation et capacitaire. Innovation, il y a un petit aspect, c'est de remettre cette innovation dans le cadre plus global de qu'est-ce qu'on veut que soit l'emploi de la brigade parachutiste à l'horizon. Alors on a une réflexion à l'horizon 2030 et puis on commence à se porter un petit peu plus loin pour qu'en fait ces innovations ce ne soient pas juste des idées à droite à gauche, mais qu'elles permettent d'avancer pour avoir une brigade prête à son emploi parachutiste et de brigade interarmes à un horizon 2030-2035. Avec peut-être une nouvelle appellation pour votre bureau ? Oui, alors on s'oriente vers division du combat futur, donc pour faire écho au commandement du combat futur et au laboratoire du combat futur. En fait, comme c'est des choses qui se créent, qui se développent, et même pour donner plus de cohérence, à la fois dans l'organisation, et puis à la fois ça passe aussi par les dénominations pour être bien lu par tout le monde. Alors, est-ce que vous avez personnellement une formation qui donne cette appétence pour l'innovation ? Oui, je pense. Donc déjà, je commençais dans ma carrière dans le génie, donc c'était un domaine dans lequel on
on demande d'être assez débrouillard et imaginatif pour appuyer les armes de mêlée. Sinon, récemment, donc après l'école de guerre, j'ai fait une formation de spécialité à Supaéro, donc dans le domaine de l'imagerie spatiale. Donc c'était l'an dernier, c'est assez récent. Et donc à la fois mettre un pied dans le champ capacitaire et découvrir ce qui se fait dans le domaine des satellites, mais aussi des avions et des drones. À la fois, c'était un intérêt que j'avais déjà pour certains sujets comme les drones, et à la fois j'ai découvert des domaines, de nouveaux domaines et leurs applications possibles dans le cadre des armées. Et donc c'est une formation d'ingénieur? C'est une formation de master spécialisé, donc post-diplôme d'ingénieur, donc diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu à Saint-Cyr en 2008. Et donc là, c'est un master spécialisé en gestion de projet dans l'aérospatiale. Et vous étiez le seul militaire? Nous étions deux officiers, exactement le même cursus, sortis d'école de guerre, du génie, et sur cette formation. Alors, comment marche le processus d'innovation dans la 11e BP? Est-ce que vous avez déjà un état d'esprit particulier? Il y a un état d'esprit particulier à la BP qui est à la fois ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'aspect brigade d'urgence et la spécificité TAP. Parce que quand on fait une opération parachutiste, quand on est parachuté, le matériel qu'on peut emporter est limité. Et puis si on s'aperçoit, une fois que l'opération a commencé, qu'on aurait eu besoin d'autre chose, eh ben ça va pas arriver en camion assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois anticiper, penser avant à ce dont on pourrait avoir besoin, et puis une fois que l'opération est lancée, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, ce qui peut être une définition de l'innovation, d'adapter le matériel qu'on a pour faire différemment, parce qu'on n'avait pas tout anticipé. Donc ça fait une culture de l'innovation et de l'adaptation qui est dans l'ADN des troupes aéroportées. Ensuite, il y a l'historique un petit peu, c'est-à-dire que je pense, dû à cet état d'esprit, il y a un bureau innovation qui existe à l'état-major de la 11e BP depuis plusieurs années, qui est progressivement monté en puissance. Donc là, actuellement, on est à 2 officiers d'active et 4 réservistes. D'accord, des réservistes qui sont spécialistes? Oui, globalement des profils soit de l'industrie privée, soit anciens de la DGA, anciens des forces, voilà. Donc, qui nous apportent leur savoir-faire et puis de la force de travail en suivant certains dossiers. Et qu'est-ce que ça change que votre bureau soit au sein de l'état-major de brigade? Alors, il y a eu un développement de l'innovation dans l'armée de terre ces dernières années, avec il y a un aspect de libérer l'innovation au plus bas niveau. Donc ça, c'est passé avec la création de référents simplification innovation numérique au sein des régiments, dont la responsabilité de faire remonter les projets innovants de leur régiment. Donc ça, il y a une plateforme qui a été créée donc, au niveau de la STAT, donc section technique de l'armée de terre, bureau coordination de l'innovation, STAT BCI, donc qui permettait de faire remonter cette innovation et de faire le tri quand même un petit peu et d'appuyer les innovations qui étaient sélectionnées. Du coup, les échelons opérationnels, on va dire, n'étaient pas forcément dans la boucle au départ. Et donc ce bureau au sein de l'état-major de la brigade permet à la fois d'avoir une synthèse de tout ce qui se fait à la brigade pour limiter les duplications, coordonner les efforts pour avoir de meilleures synergies, et à la fois être en contact plus suivi, à la fois avec la STAT, le laboratoire du combat futur et de manière plus ponctuelle la DGA. Donc c'est vous qui suivez ces projets et puis vous arrivez à implémenter un petit peu? Alors ça dépend des projets. Il y a des projets qui sont suivis au sein des régiments. Donc là, juste on regarde ce qu'ils font, on leur demande s'ils ont besoin d'appui. Éventuellement, s'il y a 2 régiments qui font des projets similaires, essayer
de coordonner les efforts, ou s'il y en a un qui commence un an après, on lui dit non, c'est pas la peine, essaie de développer autre chose, ils font déjà ça là-bas, sauf s'il a une idée géniale qui permet d'améliorer l'autre projet. Après, il y a au niveau de la brigade, il y a eu un aspect de développer, ce que je disais tout à l'heure, de se porter à un horizon 2030-2035, et du coup de donner un cap à ces innovations. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va les faire nous, mais ça permet de donner un cap, et comme ça, les différents régiments vont dans le même sens. Alors, ce sont des innovations en interne, mais est-ce que vous vous appuyez aussi sur des entreprises privées ? Oui, on a aussi un autre point, c'est l'ancrage local. Donc dans le domaine de l'aéronautique, Toulouse est idéal pour ça. Et donc on a des relations à la fois avec les écoles et les entreprises locales. Donc ça va nous permettre d'aller chercher des solutions qui existent. Donc après on va voir comment on peut les adapter, ce que les industriels nous proposent. Et donc à la fois pour trouver des idées, voir aussi ce qui est en train d'être développé, qui va peut-être aboutir dans 3, 4, 5, 10 ans. Donc comme ça on a une idée et on sait ce qui va être faisable. Et on peut éventuellement l'encourager, c'est-à-dire que parfois alors les grandes entreprises ont à peu près le fonctionnement capacitaire des armées. Pour des plus petites entreprises, on va pouvoir éventuellement les mettre en relation avec la STAT, la DGA. Il y a également des clusters animés par la DGA au niveau local. Donc ça peut permettre donc un cluster d'entreprises, donc des entreprises qui sont regroupés sous l'égide de la DGA, et donc ils vont pouvoir nous proposer des solutions à un problème opérationnel, enfin, technico-opérationnel du coup, ou parfois également ça va leur permettre de communiquer vers le monde de la défense, et donc ça va nous permettre de savoir ce qui se fait ou ce qui se fera bientôt. L'état-major de la brigade a également un partenariat avec Supaéro, donc aucun lien avec ma formation de l'an dernier, mais qui a été signé cet été et qui se concrétise déjà. Donc là, on a proposé un sujet à des étudiants, donc de projet de drone logistique de l'Avent. Et donc on a des étudiants en troisième année d'école d'ingénieur qui pendant quelques mois cherchent une solution technique à notre problème. Donc on verra où ça va nous mener, et dans l'idéal, peut-être l'un d'entre eux créera une start-up à la fin de son école pour développer le drone qu'il aura pensé pendant son projet d'études. Voilà. On va voir où ça nous amènera. Parlons projet. Quels sont les projets qui sont actuellement utilisés sur le terrain ou qui ne tarderont pas à être utilisés sur le terrain ? Alors on a des projets qui ont été portés au départ par l'école des troupes aéroportées, donc qui est à Pau. On a le sac de récupération de matériel TAP. Donc faut imaginer un parachutiste une fois qu'il a été largué, qui récupère son matériel, et puis là il se regroupe parce que tout le monde ne tombe pas au même endroit. Et donc ce sac leur permet de récupérer le matériel spécifique TAP, et les expérimentations ont montré que ça faisait gagner énormément de temps au niveau du groupement des parachutistes après un saut. Donc c'est des petites innovations, mais qui font gagner beaucoup de temps en termes opérationnels, puisque vous gagnez plusieurs minutes, ce qui, dans le cadre d'une unité qui a été parachutée pas très loin ou derrière les lignes ennemies, est très très loin d'être négligeable. Dans le même ordre d'idée, vous avez la mule largable démontable, donc qui permet, s'il y a des colis plutôt collectifs dans le même cadre, on les tire avec un petit chariot. Ça paraît pas grand-chose, mais d'avoir quelque chose qui est aéro-largable, qui est pratique et qui permet de gagner du temps, c'est plutôt efficace. J'imagine que vous allez aussi dans le domaine du drone chercher des nouveautés.
Oui, tout à fait. Donc j'ai déjà évoqué les drones logistiques. Donc juste pour terminer sur les drones logistiques, ça permet de passer à des endroits si les routes ne sont pas utilisables. Ça permet d'avoir quelque chose de plus adaptable, où on peut vraiment aller poser des colis à l'endroit où on en a besoin. Voilà. Donc il y a aussi des contraintes. On porte beaucoup moins de poids qu'avec un camion. On peut avoir quelque chose qui peut être brouillable, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont en train d'être explorées, à la fois côté armée et à la fois du côté des industriels qui essaient de développer ce genre de solutions et des étudiants de Supaéro. Donc ça c'est pour les drones logistiques. Ensuite on a de nombreux autres drones. Je vais juste plutôt m'attarder sur les choses plutôt spécifiques. Donc là, avec tout ce qui est retour d'expérience de l'Ukraine, on voit l'intérêt des drones FPV, First Person View, qui permettent d'aller très vite. Donc ça va de l'ordre de 200 km/h. Et donc ça limite beaucoup toutes les contre-mesures qui peuvent être utilisées habituellement contre des drones. Donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc il y a notamment le premier RHP à Tarbes qui a un mandat d'études là-dessus pour utiliser ces drones FPV pour faire des munitions téléopérées. Vous mettez une munition dessus, vous avez généralement vous repérez une cible et puis vous envoyez votre drone pour neutraliser la cible. Donc il peut être un véhicule. Après ça dépend de la munition que vous mettez. Ça dépend de la munition que vous mettez dessus. Vous avez aussi d'autres choses originales, d'utiliser des drones avec des fils. Donc ça paraît un peu old school et peut-être pas très efficace quand on se dit que le drone va être gêné, mais vous avez plus là vous vous protégez pour le coup très bien du brouillage. Vous pouvez avoir soit des fils qui permettent d'aller assez loin, ou soit vous pouvez aussi avoir un fil peut-être plus petit et qui permet d'avoir un drone au-dessus d'un véhicule par exemple. Et donc comme ça vous avez un point d'observation à 10 mètres, sauf que votre véhicule il n'a pas besoin de se mettre sur une colline où il va récupérer tous les obus d'artillerie. Alors je crois que le 17e RGP aussi a trouvé de nouvelles solutions. Ça consiste en quoi? Alors au 17e RGP, il y a deux sujets. Donc il y a l'étude de pouvoir faire franchir des véhicules sur des petites coupures humides, des rivières. C'est la coupure humide, le terme militaire pour rivière. Donc d'avoir avec des flotteurs quelque chose qui peut se transporter sur le fardier. Donc le fardier qui a été développé il y a quelques années, qui est un petit véhicule qui est aérolargable, surtout pour la brigade parachutiste. Et donc ça permet, quand on largue des parachutistes, qu'ils ne soient pas à pied, qu'ils puissent avoir des véhicules. Et donc sur ce petit véhicule, donc ça c'est des choses qui sont à l'étude et qui sont expérimentées déjà. Donc il va pouvoir transporter un gros Zodiac sur lequel on peut mettre des petits véhicules. Et donc ça peut permettre de franchir des rivières, même avec des troupes qui ont été aérolarguées. Donc sans faire venir des moyens lourds qui viendraient par la route. Donc, c'est un premier point. Ils ont également développé des mines modulaires. Donc c'est des conteneurs assez légers dans lesquels on va pouvoir mettre de l'explosif classique qu'on utilise, et donc soit pour faire des mines en mettant des allumeurs dessus, ou soit pour donner une forme particulière à l'explosif pour le positionner. Donc ça c'est un projet qui a suivi le processus d'innovation API et qui a été breveté. Alors je crois aussi qu'il y a un domaine qui est mis particulièrement en avant, c'est l'impression 3D. Oui, alors l'impression 3D, en fait, ça va servir un petit peu dans tout ce que j'ai évoqué. Donc c'est particulièrement utilisé pour les drones, parce que là on entend beaucoup parler en Ukraine d'ateliers de production de drones qui permettent, pas qu'avec de l'impression 3D, mais entre autres aussi pour certains composants impression 3D, de permettre finalement aux unités de produire assez vite certains types de drones. Vous pouvez donc le faire à moindre coût ?
Oui, moindre coût. Alors après, c'est l'impression 3D, ça permet de s'adapter, ça permet de faire certaines pièces plus légères. Moindre coût, pas toujours. Quand on arrive sur des très grosses productions, la production manufacturée peut avoir aussi son intérêt. Par contre, ça permet de s'adapter. C'est-à-dire si vous avez une pièce à refaire, ça permet aussi, vous avez les matières premières pour faire votre impression 3D, vous avez votre imprimante 3D, et puis vous avez votre plan, et puis vous pouvez si vous avez les composants qu'il faut et le bon matériau, vous pouvez produire votre drone. Donc ça ne permet pas forcément moins cher, mais ça permet beaucoup plus de polyvalence. Donc ça c'est un rôle de l'impression 3D, donc ça peut permettre de faire des drones, voire ou au moins de les réparer assez proches des zones de combat. Du coup, l'impression 3D, ça peut servir aussi pour autre chose que pour des drones. Donc, soit en termes d'innovation, justement, c'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise cette impression 3D, il va pouvoir essayer des nouvelles pièces tout seul, en fait. Et puis, du coup, il en construit une, deux, 10. On teste, ok, il faut changer ça. Et il a juste à modifier un petit peu son plan sur son imprimante et puis on fait les évolutions. Donc ça permet d'avoir un système de développement agile de tout ce qu'on veut. Ça peut être une pièce sur un gilet de combat, ça peut être un morceau de drone. Voilà. Donc l'impression 3D, en fait, il y a un grand panel d'utilisation une fois qu'on les a et qu'on a des gens formés pour les utiliser. Alors je crois aussi que vous êtes intéressé au poste de commandement avec le poste de commandement hybride. Qu'est-ce que vous entendez par hybride ? La problématique des postes de commandement, pour resituer, donc si on regarde un petit peu en source ouverte ce qui se passe en Ukraine, vous avez les postes de commandement qui sont ciblés très rapidement et qui sont détruits. Donc il y a plein de problématiques là-dessus, d'avoir des postes discrets. D'avoir quand même des postes de commandement qui soient au courant de ce qui se passe et capables de donner des ordres. Donc là-dessus, il y a plein de problématiques. Donc il y a faire plus avec moins et être capable de communiquer en tout temps, en tout lieu, même notamment en cas de brouillage. Donc hybrides, ils vont être hybrides à plusieurs titres. Donc les modes de communication qu'ils vont utiliser, VHF, UHF, de la 4G, de la 5G, de la SATCOM. Il faut qu'ils utilisent ce qui passe, mais en maintenant un niveau de sécurité suffisant. Donc c'est pas quelque chose de simple, mais donc c'est des choses qui sont développées. Donc hybride dans le sens où il peut utiliser tous les réseaux il peut utiliser différents réseaux de communication en fonction de ce qui est nécessaire d'un point de vue opérationnel et en fonction de la menace, brouillage, écoute, etc. Aussi, on va aussi essayer d'être hybride sur les sources d'énergie, parce que qui dit poste de commandement dit faut faire marcher des ordinateurs, des radios, voilà, des véhicules. Donc essayer d'avoir des sources d'énergie qui consomment moins, qui sont discrètes, donc qui chauffent pas trop par exemple, et qui demandent pas trop de logistique, parce que s'il faut qu'on ait une citerne de carburant qui arrive tous les 2 jours, ça va limiter la légèreté d'un poste de commandement, surtout au niveau d'un régiment ou d'une brigade qui est quand même assez dans la zone des combats. Voilà. Donc qui n'en est pas très loin en tout cas. Pour atterrir et puis pour mieux repartir, quelle est votre vision du futur du champ de bataille ? Vaste question. Alors déjà sur le futur, qu'est-ce qu'on entend par le futur ? Parce que là actuellement on est très irrigué par ce qui se passe en Ukraine, ce qui est une bonne chose, mais du coup c'est déjà la guerre d'aujourd'hui, voire d'hier. Donc à chaque fois, à la fois il faut qu'on prenne les enseignements de ce conflit, donc l'usage des drones, le retour aux tranchées, etc. Donc ça c'est des choses, on avait tendance à penser pour les tranchées que ça n'allait pas revenir. Les drones, on savait que c'était important, on n'imaginait pas dans quelle proportion. Donc là, côté ukrainien, il y a 5000 drones qui volent par jour, sachant que la plupart sont détruits. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 5000 qui sont... Enfin, il n'y en a pas 5000, mais il y en a 2 ou 3000 qui sont construits dans la foulée.
Donc on n'imaginait pas non plus l'ampleur de l'usage des drones. Donc ça, on peut voir que c'est bien pris en compte. Maintenant, quel sera le futur? Maintenant qu'on a dit ça, il faut essayer de se projeter là-dessus. Est-ce qu'on va trouver des moyens de neutraliser plus facilement les drones et donc on va revenir à quelque chose de plus classique? Ou est-ce que ces drones vont continuer à se développer et du coup, il va y en avoir encore plus et il faut encore mieux les utiliser, donc avec les problématiques d'essaim, les différents types de drones qu'on a évoqués pendant ce podcast. Pardon. Donc les drones, il y a la lutte classique de l'épée et du bouclier, donc à la fois essayer de parer les drones de l'adversaire et en même temps pas se dire « oulala, une menace au secours », mais aussi qu'est-ce que je peux faire avec ces drones, moi, pour me prémunir de ce que peut faire cet adversaire et puis pour le vaincre, parce qu'une fois que je l'ai vaincu, il ne peut plus les utiliser, ces drones. Et il y a peut-être une gageure particulière en matière de parachutisme. Il y a les développements, donc on peut se dire qu'avec le développement des systèmes d'A2AD, donc Anti-Access Area Denial, pour faire très simple la défense aérienne, voilà. Bon, il y a une problématique pour insérer une troupe aéroportée, parce qu'il faut que les parachutistes puissent aller jusqu'à la zone qui nous intéresse. Donc souvent, c'est une zone qui n'est pas accessible au moins directement par le sol. Sinon, on n'aurait pas besoin d'y parachuter des soldats. Donc là-dessus, il y a des études pour permettre aux avions et aux parachutistes de s'infiltrer dans cette défense anti-aérienne. Très haut, très bas. Très haut ou très bas, globalement, oui. C'est ça. Merci, lieutenant-colonel Boffard, du bureau innovation de la 11e brigade parachutiste. En chute libre ou en sursaut, vous écoutez Combat Futur, le podcast de son commandement, et larguons les amarres pour l'horizon rougeoyant des innovations. À bientôt.